À la une ce soir, le port de Fort-de-France sujet à de nombreux dysfonctionnements. Depuis 2 jours, les conteneurs d'import et d'export sont bloqués. Un nouveau logiciel en rodage serait la cause de ces perturbations. De la main-d'œuvre agricole venue des îles au détriment des emplois martiniquais. Ce serait l'explication de la percée historique du FN chez nous, selon son représentant local. Argument électoral ou réalité, décryptage dans notre édition. Alfred Marie-Jeanne appelle à barrer la route au FN. Une position historique pour le leader du MIM qui ne s'est jamais prononcé pour des élections nationales. Sa déclaration n'aurait été faite qu'en tant que président de la collectivité territoriale. Et puis la 23e édition du Festival de l'image sous-marine aura lieu demain soir au Palais des Congrès de Madiana. Le rendez-vous est fixé à partir de 19h. Michel Toula, membre de l'organisation, sera notre invité. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 2 jours que les conteneurs d'import et export sont bloqués sur le port de Fort-de-France. Il ne s'agit pas d'une conséquence d'un mouvement de grève, mais bel et bien d'un dysfonctionnement du logiciel en charge de gérer les entrées et sorties des camions. Encore en rodage, le système retarde considérablement le fonctionnement du site, ce qui engendre de gros retards de livraison. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. La route d'accès du port de commerce, encombrée de part et d'autre par ces camions en attente de pouvoir accéder au site. Depuis hier, c'est au compte-gouttes que ce transporteur réceptionne ses conteneurs. Ils ont fermé le port lundi pour changer le logiciel, mais les techniciens sont arrivés dimanche soir. Ils ont commencé lundi, le port était fermé lundi, mais on nous a fait descendre mardi. Mardi, on a perdu notre temps. Là, aujourd'hui, on est en train de perdre notre temps aussi. Et personne ne dit rien. C'est énervant parce qu'on nous prend pour des chiens sur le port. Le logiciel en question, Cosmos, vient d'être mis en place. Sa tâche, répertorier les conteneurs et réglementer leur circulation. Une installation encore en rodage qui a nécessité l'intervention d'ingénieurs d'Hexagone. Depuis 2 jours, ce nouveau système sème la zizanie et retarde les rotations des camions. On devait faire ça une autre jour, pas le jour qu'il y a du travail. En plus, il y a un bateau qui est arrivé. Je n'ai même pas encore commencé le bateau de la semaine dernière. Il y a encore un bateau qui est là. Et comment qu'on fait ? Une perte de temps et d'argent pour les transporteurs et les sociétés qui les embauchent. Car au-delà d'un certain nombre de jours, il faut payer le stationnement des conteneurs restés à quai. Après 8 jours, on commence à payer les frais. Je crois que c'est 76 € par boîte. Et si on ne le paie pas, on ne peut pas sortir pour d'autres clients. Ça veut dire qu'on est bloqué. Il faut payer, on sort. On ne paie pas, on ne sort pas. On appelle le patron, il paie, le transitaire, il paie et il enlève l'argent sous nous. Condamnés à rester sur place, les transporteurs attendent que la direction du port prenne des décisions pour désengorger la situation. On ne devait pas nous prendre comme des cobayes. Et ils refusent de nous parler. C'est ça le problème. Ça veut dire que nous sommes là. Si vous voulez, vous partez. Si vous voulez pas attendre, vous partez. Et si on part, c'est un problème. Et non, trop c'est trop. Contacté à plusieurs reprises par téléphone, la direction du port de commerce est restée injoignable. Pour l'heure, les retards de livraison ne se font pas encore ressentir dans les rayons des grandes surfaces. 42 140, c'est le nombre de demandeurs d'emploi que comptait la Martinique en mars dernier. Les chiffres sont mauvais puisqu'il s'agit d'une augmentation de 2% sur 3 mois, soit 840 chômeurs de plus. Les moins de 25 ans sont les plus concernés avec une hausse de 4 points, plus 1,3% pour les 25-49 ans et plus 2,7% pour les 50 ans et plus. Et puisque nous parlons travail, faisons maintenant un point sur un secteur professionnel qui s'est régulièrement mobilisé ces derniers temps, celui de la santé. Une journée d'information régionale a été organisée aujourd'hui autour du thème « Donner du sens à son métier ». Le moment était l'occasion de faire le point sur les difficultés des professionnels de santé. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Marie-Michel et Jérôme travaillent tous les deux à la MFME. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Planning chargé, manque de matériel, des conditions pénibles qui empêchent un épanouissement total au travail. Quand il y a un manque d'effectifs, où la charge de travail est importante, donc à ce moment-là, on ressent le quotidien assez difficile. Mais sinon, travailler auprès des enfants, c'est un métier très plaisant. Lorsqu'on accumule des heures, on a peut-être passé une mauvaise journée, je pense qu'on est peut-être fatigué, stressé, on n'arrive pas à dormir. Je pense que tout ça peut impacter aussi sur le quotidien.
C'est donc dans ce contexte que des agents hospitaliers se sont de nouveau mobilisés hier. La semaine dernière, un agent de l'hôpital de Trinité serait mort à cause du surmenage, selon les organisations syndicales. L'impact se traduit souvent par de la démotivation. Ça se traduit aussi par le fait que les collègues vont au travail des fois à reculons. Ils y vont parce qu'il faut y aller. Mais en quelque sorte, il faut un peu rebondir par rapport à cela. Il ne s'agit pas de rester... de constater quelque chose et de ne rien faire contre. Moi, je crois qu'il est possible d'agir contre. Aujourd'hui, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier a organisé une rencontre. Un moment de réflexion pour un secteur d'activité qui tire régulièrement la sonnette d'alarme. Des pistes concrètes sont mises en avant pour redonner du sens à ces professions. Donner déjà la possibilité aux agents de suivre des formations, donner un planning de travail agréable, digne de ce nom, les non-rappels sous congé, et puis donner la formation aux agents, et puis donner le personnel qu'il faut, et surtout aussi les outils qu'il faut pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Selon cette sociologue, la Martinique aurait des spécificités, notamment liées à son histoire, mais il convient aujourd'hui de surmonter ce douloureux passé et aborder la question du travail sous un autre angle. On veut très souvent faire porter la question de l'esclavage aux salariés, en disant qu'ils fuient le travail, comme ça a été écrit dans beaucoup de choses. Le Martiniquais a un rapport difficile au travail, le Martiniquais, etc., parce que l'esclavage est passé par là. Pas du tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut, si nous voulons trouver les vraies réponses aux problèmes qui se posent dans le monde du travail, il nous faut vraiment travailler sur les questions des conditions de travail, la manière dont s'organise le travail, la manière dont on considère les personnes dans la relation de travail. Un séminaire annuel qui permet de mettre des mots sur les difficultés du secteur. La rencontre a rassemblé près de 150 personnes. Politique maintenant avec les appels successifs des élus à faire barrage au Front National. L'un d'entre eux est historique. Alfred Marie-Jeanne s'inscrit également dans la tendance avec un communiqué publié hier soir. Pourtant, le leader du MIM avait toujours jusque-là refusé de prendre position dans une quelconque élection nationale. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabru. Que ferez-vous le 6 et les 7 mai prochains ? Vous êtes hors sujet totalement. Hors sujet. Mardi midi, la question du second tour de l'élection présidentielle française était hors sujet pour Alfred Marie-Jeanne, du moins jusqu'au soir. 21h, ce communiqué du président de la CTM parvient aux journalistes. Les résultats du scrutin du premier tour des élections présidentielles françaises ont porté au deuxième tour le Front National. Vous connaissez mon engagement de longue date à lutter sans relâche contre la haine, le racisme et la xénophobie que propage singulièrement la famille Le Pen. J'appelle donc solennellement les Martiniquaises et les Martiniquais à barrer la route à Marine Le Pen. Une déclaration inédite pour le leader du MIM. Ce choix est une première historique par rapport à la posture traditionnelle des hommes politiques indépendantistes par rapport à l'élection présidentielle. Alors c'est une histoire qui est assez controversée, mais la ligne directrice traditionnelle, c'est on ne participe pas à l'élection présidentielle. À Rivière-Pilote, fief du parti, on a très peu voté au premier tour. Le taux d'abstention est monté à 75%, soit le deuxième pour toute la Martinique. Est-ce que vous avez l'habitude de voter aux élections présidentielles ? Non. Non, mais il faut voter, je ne suis pas d'accord, il faut voter. Je ne suis pas trop pour la politique, mais je vote pour mon droit. Je ne pense pas que ça soit une partie de mime ou pas mime. Peut-être ne pas voter comme les cantonales, mais voter les présidentielles, ils ont l'habitude de voter. Peut-être pas autant que le cantonal. Le communiqué d'Alfred Marie-Jeanne ramènera-t-il les électeurs devant les urnes pour le second tour ? Pour notre analyste, le caractère historique de la prise de position devrait porter ses fruits. Les mots d'ordre du MIM ont un impact, pas seulement sur Rivière-Pilote, mais beaucoup sur Rivière-Pilote. Parce que là, c'est quand même le président de l'exécutif de la CTM qui prend une position forte, qui est salutaire et qui positionne Alfred Marie-Jeanne très clairement comme un leader politique fort par rapport à un moment historique de l'histoire de la France. Parce qu'au-delà de l'histoire martiniquaise, c'est quand même un moment historique de l'histoire de la France. Donc cette espèce de paradoxe, d'antagonisme entre un positionnement global de relations avec la France
que les indépendantistes considèrent comme un pays colonisateur, il faut quand même le rappeler, et un choix stratégique. Une chose est sûre, Alfred Marie-Jeanne n'était pas présent au premier tour à Rivière-Pilote pour accomplir son devoir de citoyen. Le sera-t-il au second tour? Réponse le 6 mai. Et les parlementaires ultramarins se sont également mobilisés à Paris contre le Front National. Ils ont rencontré aujourd'hui l'équipe du candidat Emmanuel Macron pour faire front commun. Objectif annoncé, mobiliser les 53% d'électeurs qui se sont abstenus au premier tour. Voyez les précisions recueillies par notre correspondant Éric Dupuis. Il faut qu'ils aillent voter parce qu'on a en face, on risque d'avoir comme président une personne qui prône l'isolationnisme de la France et par ricochet des territoires d'outre-mer, alors que tous nos territoires parlent de plus en plus d'émancipation. Emmanuel Macron, en l'occurrence, a analysé aussi ces résultats et il a bien compris qu'aujourd'hui, les outre-mer attendent beaucoup de lui. Il va très certainement amender aussi son programme, mais sur certains points. Et puis, il y a un élément, c'est cette volonté de réaliser les assises des Outre-mer sur l'ensemble des territoires pour faire remonter véritablement toutes les urgences. Il connaît les difficultés. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons à Basse-Pointe où la mission locale du Nord a organisé un grand rendez-vous pour informer sur les différentes offres de formation accessibles dans le Nord. Environ 100 jeunes y ont participé. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous parlera d'une grande foire à la pastèque au marché couvert de Fort-de-France. Les fruits sont vendus à 1 € le kilo. Mais avant, parlons de ce coup de tonnerre dans la classe politique de Guadeloupe. Lucette Michaud-Chevry doit faire face à la justice. L'ancienne maire de Basse-Terre et actuelle présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre a été placée en garde à vue ce matin. Son domicile a été perquisitionné. Les enquêteurs du pôle financier s'interrogent sur les conditions de règlement de plusieurs marchés publics effectués par la communauté d'agglomération. Plusieurs factures douteuses auraient été relevées. Elles risquent une mise en examen. Il s'agit d'un nouveau rebondissement lié à l'enquête qui avait débouché sur les mises en examen et l'incarcération du directeur général des services, de son adjoint et d'un élu communautaire pour recel d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs et trafic d'influence. Toujours au chapitre judiciaire, le président de la Sopamar a annoncé vouloir saisir le Conseil d'État dans l'affaire qui l'oppose à la société Albioma Galion. Pour rappel, le 13 avril dernier, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé l'arrêté préfectoral autorisant la société Albioma à exploiter l'unité de biomasse à Trinité. Dans son communiqué, la Sopamar pointe du doigt la proximité de l'habitation du Galion, classé monument historique, avec l'usine. L'association déplore aussi que les autorisations d'exploiter Albioma et les permis aient été délivrés en 2013 et 2014 par le préfet alors que le bail n'a été signé qu'en 2015. Enfin, elle regrette à nouveau concernant la décision de la Cour que soient occultés les éléments démontrant la nocivité par les particules fines sur la santé des Martiniquais. Parlons maintenant d'un grand rendez-vous pour les amoureux de la mer qui sera proposé demain soir à 19 h au Palais des Congrès de Madiana, la 23e édition du Festival de l'image sous-marine. Pour en parler, nous recevons Michel Toula, l'un des membres de l'organisation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, la première question, à qui s'adresse ce rendez-vous? Est-ce qu'il faut déjà être initié au monde sous-marin? Non, pas du tout. Le Festival de l'image sous-marine, c'est une fenêtre que nous proposons à tous sur le monde subaquatique. Bon, il est évident que pour la Martinique, nous sommes au cœur de ce monde subaquatique. Nous sommes un des hotspots, comme on dit, de la biodiversité mondiale. Donc il est évident que pour nous, le sous-marin est important. Et bien sûr, vous êtes à la télévision, vous savez le poids de l'image et la beauté des images sous-marines. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde.
Alors, de nombreux films seront projetés. Comment ont-ils été sélectionnés? D'où viennent-ils? Alors, en première partie, on aura une projection de films qui ont été primés au concours qui a été organisé par le Carbet International d'Images, Art et Culture de Martinique, ce sont des films amateurs de gens qui ont été primés pour ce festival. Ensuite, en deuxième partie, on aura une projection des films qui ont été primés, eux, au Festival international de Toulon, qui vont être projetés, donc qui vont concerner l'ensemble du monde. C'est pas seulement focalisé sur la mer, je dirais tropicale, mais c'est plutôt sur l'espace complet et sur le monde, avec de magnifiques images, comme on sait les faire, comme vous avez l'habitude de les voir. Alors, avant de poursuivre, on va regarder un extrait pour donner envie aux futurs spectateurs de ceux qui les attendent. On regarde. Alors, des images qui donnent envie. Alors, est-ce que le public répond présent habituellement, puisqu'on est déjà à la 23e édition? Oui, habituellement, le public répond présent. Il est vrai qu'au début, les initiés, les plongeurs faisaient partie de la majorité des gens qui venaient. Maintenant, tout le public vient. On a même, l'année dernière, on n'a pas pu le faire cette année, mais l'année dernière, on a organisé une session spéciale pour les scolaires, pour les enfants. Et on voit dans les films les collèges, comme l'année dernière, qui ont été primés. Cette année encore, il y a des enfants avec leur professeur d'éducation physique du collège de l'Union qui ont présenté un film. Donc on voit que on s'intéresse de plus en plus à ce qu'il y a dans nos fonds sous-marins, et il est temps de s'y intéresser parce qu'ils sont malgré tout en grand danger. C'est un rendez-vous un peu écolo aussi ou pas du tout? C'est plutôt pour faire découvrir. Je pense qu'il n'y a pas une destination balnéaire au monde qui ne présente pas sa façade maritime. Nous avons la chance d'avoir vraiment un très très beau patrimoine sous-marin, une richesse énorme, malheureusement qui est souvent en danger. On a vu avec l'arrivée par exemple des sargasses, on a vu aussi qu'il y a un arrêté d'interdiction de la pêche sur une grande partie du littoral de la côte atlantique à cause de la chlordécone. On s'aperçoit maintenant qu'il y a une espèce envahissante qui s'appelle le poisson-lion qui fait de gros dégâts selon les scientifiques américains et qu'il faut suivre. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de données correctes scientifiques, mais on travaille là-dessus pour pouvoir essayer, si on ne peut pas l'éradiquer, en tout cas de réguler cette invasion de poissons. Donc on voit que la mer, et notre récif côtier notamment, est en très grand danger et qu'il faut absolument le connaître. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement le protéger. Et c'est là où vous intervenez, quand vous parlez d'écologie, bien évidemment, on sait qu'à partir du moment où on connaîtra, où on sait où on va, où on est habitué à y aller et où on apprend à y aller, justement c'est le rôle de notre comité, de proposer tous les sports, les randonnées, la nage avec palme, enfin bon, la chasse même, la pêche sous-marine, enfin bon, l'audiovisuel, etc. Alors, on parle d'un grand rendez-vous avec 2 parties, vous l'avez dit, plusieurs projections de films, il y aura même des échanges avec les professionnels. Oui. Donc, combien de temps ça devrait durer? Et puis, comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'il y a plusieurs salles? Alors, c'est dans la grande salle de Madiana. Donc, on invite tout le monde à venir parce qu'elle est grande, il faut la remplir. Bien évidemment, ce n'est pas une projection classique. Il y a des interventions des gens qui participent. Il y aura peut-être une remise de prix, je ne sais pas comment c'est organisé encore, mais normalement on montre les films et si on a la chance d'avoir les personnes qui sont primées, on délivre le film. Donc ça reste quand même quelque chose de convivial, d'interactif, on discute avec le public, il pose des questions, on peut y répondre, etc. Il y a des professionnels, il y a des passionnés, je dirais, qui sont là et qui
et qui en profitent pour répondre aux questions éventuellement des professionnels. Mais bien évidemment, le cœur de la chose, c'est l'image sous-marine, c'est la qualité et la beauté de ce qu'on peut voir dans le monde sous-marin. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le rendez-vous est fixé demain à 19h au Palais des Congrès de Madiana. Okay. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Basse-Pointe avec un grand rendez-vous qui s'est tenu aujourd'hui autour de l'emploi et de la formation. Environ 100 jeunes ont été accueillis par une dizaine d'organismes de formation réunis au siège de la mission locale Nord. Objectif, permettre aux jeunes du Nord de connaître toutes les offres de formation qui leur sont accessibles. Voyez ce reportage de Nicolas Kekla. Ça va, t'as bien dormi? Oui, toi. Ça va, hein? Ce matin, c'est accompagné de son cousin Wendell que Muriel se rend à l'opération Ambition Réussite Formation de la mission locale Nord. Pour l'occasion, cette jeune pointoise a dû se lever aux aurores, mais la motivation est bien là. Ouais, que ça faisait quand même un mois que j'étais pas à l'école, que je m'arrivais pas tôt. C'était compliqué, donc ça m'a remis dans le bain de me réveiller tôt, de me rendre quelque part, de faire quelque chose de mes journées et tout. Comme elle, ils étaient une centaine de jeunes demandeurs d'emploi du Nord à venir assister à la 2e édition du projet de la mine Nord, à la rencontre de tout ce que le département a à offrir en termes de formation. Du RSMA à la mission locale en passant par l'IMFPA, des organismes en demande de jeunes. Il y a tellement de demandeurs sur la Martinique qui ont besoin d'être formés. Je crois que tout le monde a sa place dans la formation pour mettre nos Martiniquais à niveau pour être employables et occuper les postes qui se libèrent en Martinique. Faciliter le lien entre jeunes et formation, centraliser toute l'offre sur un seul et même lieu. Pour la mission locale Nord, l'enjeu est d'autant plus important que le territoire est enclavé. Malheureusement, nos jeunes doivent sortir de très loin pour aller sur des centres de formation qui sont situés souvent au niveau du centre, au niveau du sud. On le voit avec les différents CFA, il n'y a aucun CFA sur le territoire nord. Les grands centres de formation sont au centre. Imaginez des jeunes qui sortent de Basse-Pointe, de Grand-Rivière pour descendre en formation sur le centre. Aujourd'hui, on fait un gros travail pour que nos jeunes du nord ne soient pas exclus. Il faut qu'eux aussi, ils aient leur chance. Et Muriel, la jeune pointoise, n'a pas laissé passer sa chance. Tu as la rémunération en fonction de ton âge et tu as l'aide à la mobilité. Elle a repéré et postulé pour une formation d'auxiliaire en puériculture, un premier pas vers l'emploi. Et puisque nous parlons de l'emploi, revenons maintenant sur la percée historique du FN en Martinique, dans 5 communes chez nous. Une tendance que Juvénal Rémire, son représentant local, explique comme étant la conséquence d'une main-d'œuvre agricole venue des îles voisines au détriment des emplois martiniquais. D'autres, au contraire, pointent du doigt le désintérêt des Martiniquais pour la filière agricole. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall qui s'est rendu sur place. Regarde. Dans le verger d'Émile Rosalie, les surettes se récoltent à l'ancienne. Tu fais comme ça, carrément tu tournes, que ça tourne autour du pied pour que ça ne tombe pas par terre. Dans sa petite exploitation, l'arboriculteur a choisi de travailler avec 2 jeunes Martiniquais. Le défi qu'il s'est fixé, prouver que l'agriculture ne mérite pas d'être délaissée. Les jeunes ont des préjugés sur l'agriculture, mais quand ils sont dans le métier, ils voient bien que ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas parce que les choses sont lourdes, ce n'est pas parce qu'on travaille au soleil. C'est un métier aujourd'hui très technique. Si on veut faire des rendements dans l'agriculture, il faut avoir des connaissances poussées. Donc forcément, une fois qu'ils découvrent ça, ils ont de la fierté. Parce qu'ils font un métier et qui est noble, parce que nous avons une population qui compte sur nous pour se nourrir et aussi une population qui compte sur nous pour avoir une bonne santé. Si Rodrigue apprécie beaucoup son métier, il est tout de même lucide sur les difficultés de la profession. C'est un domaine assez physique, il faut avoir le mental, donc il faut avoir la patience aussi. Donc, et la jeunesse n'est pas trop passionnée dans ce domaine-là. Comme travailler la terre, c'est assez dans notre culture, quoi. Donc c'est assez dommage de perdre ça. Au fil des années, la filière agricole est peu à peu désertée par les nouvelles générations, jugée trop pénible et peu rentable. Alors, en manque d'effectifs, certains se tournent vers des travailleurs étrangers. Si un Haïtien, un Saint-Lucien, Dominicain, ou s'il a de la compétence et j'ai besoin de cette compétence, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas payer la personne, à condition qu'effectivement, que mon travail soit fait et que je le rendement qu'il faut.
Moi, je n'ai pas regardé ça. Je ne comprends pas pourquoi, effectivement, nous, chez nous, on va dire il faut employer ou tel ou un tel, alors que nous-mêmes, bien souvent, nos enfants, nos jeunes, nos familles travaillent aussi à l'étranger. La pénurie de main-d'œuvre, un problème qui touche surtout le secteur de la canne à sucre. Justin Serraline peut en témoigner. Lorsqu'arrive la saison de la récolte, il dépose des offres à Pôle emploi qui restent souvent sans réponse. Il y a certaines tâches que les gens ne veulent plus faire à la Martinique. Les travaux d'entretien des cannes, des travaux manuels consistant à utiliser le coutelas, l'extirpation manuelle, des choses comme ça, c'est de plus en plus difficile à trouver, on n'en trouve pas. Une réalité bien présente dont se sert le Front National pour rappeler les chiffres du chômage en Martinique. Pour le président de la coopérative agricole, ce ne sont pas les travailleurs étrangers qui doivent être montrés du doigt, mais plutôt le système social qui n'encourage pas à la reprise d'activité. Je ne pourrais pas dire que le Martiniquais est fainéant. Je vais pouvoir plutôt dire qu'il est intelligent. Écoutez, si vous avez, on vous donne des aides pour ne pas travailler. En travaillant trop, finalement, vous perdez certains avantages. Alors, à qui la faute? Donc maintenant, c'est vrai que celui qui a des difficultés dans son pays est très motivé, a une tenue, un comportement, on va dire, plus conciliant parce qu'il lui faut quand même des revenus, de quoi envoyer à sa famille et tout cela. Donc, ce sont des frères de la Caraïbe qu'il faut aussi aider en ce sens. Une population qui a tout de même tendance à se raréfier depuis l'arrivée des engins agricoles. Aujourd'hui en Martinique, près de 90% de la canne est récoltée mécaniquement. Direction le collège de Périnon à Fort-de-France qui est bloqué depuis 3 jours. En cause, les parents d'élèves protestent contre la suppression d'une classe de 3e à la prochaine rentrée scolaire. Une première classe de 3e avait déjà été supprimée l'an dernier. Ils redoutent aujourd'hui la surcharge des classes à la prochaine rentrée. Parents et enseignants se sont réunis cet après-midi pour faire le point sur leur mobilisation et de la suite à donner à leur mouvement. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Michelet François. Les élèves seront beaucoup trop nombreux dans les classes et de ce fait, les enseignants ne pourront pas apprendre aux enfants les leçons, faire les cours convenablement. Donc du coup, on nous a proposé quelque chose nous disant comme quoi les enfants seront un nombre dans la classe. Sauf que les effectifs augmentent d'année en année. On compte des enfants à problèmes particuliers. 30 élèves dans une salle de classe, c'est de plus en plus difficile, voire tâche impossible. Quand en plus vous avez des enfants à besoins particuliers qui sont accompagnés par ce qu'on appelle des AVSI, vous pensez bien que ces enfants ont besoin d'un temps plus important de prise en compte et qu'il y aura un choix à faire à un certain moment. Avec 30 enfants, ça devient mission impossible, carrément. Donc c'est le bonheur des enfants à l'école, leur bien-être, pour qu'ils aiment être à l'école. Pour l'instant, le blocage est là. Les élèves ont accès à ce qu'on appelle le cahier de texte en ligne. Donc c'est par le numérique. Et nous pouvons leur envoyer par ce cahier de texte des exercices, des cours, des choses très 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 détaillées s'il le faut, pour qu'ils fassent déjà à l'avance ce travail. Parlons maintenant d'une bonne nouvelle pour les producteurs locaux. La récolte de pastèques est particulièrement bonne cette saison. Près de 10 tonnes sont à écouler très rapidement et la direction du marché couvert de Fort-de-France a décidé de jouer le jeu en proposant une semaine de foire à la pastèque à 1 € le kilo. Une offre promotionnelle très appréciée par les clients. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Elles viennent précisément de Lanceron, elles sont juteuses, surtout très grosses, ça pèse énormément. La journée a été entièrement consacrée à la pastèque et le public ne s'est pas fait prier comme on peut le voir. Durant toute la journée, les producteurs ont dû se déployer pour approvisionner les étals, tellement la demande s'est montrée généreuse. Ça fait notre 3e voiture qui amène les pastèques, c'est très 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 chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les gens mangent autant de pastèques? Autant, les gens babillent, les gens, je sais pas, mais c'est chaud. 1 € le kilo, un prix attractif, pourtant la concurrence pointe déjà aujourd'hui. D'autres lieux de vente se sont fait remarquer, notamment sur les réseaux sociaux, avec des prix encore plus bas. J'ai reçu ce message, mais souvent ça a été fait, c'est annoncé, mais il n'y a pas la quantité.
C'est ce que derrière nous assumons parce que l'objectif c'est de ne pas pénaliser trop l'agriculteur, de favoriser la clientèle et aussi que les marchands aussi qui sont déclarés gagnent leur vie. En tout cas, une chose est sûre, les consommateurs n'ont pas eu à se plaindre. Il y a des pastèques qui font 4, 3, même 5 kilos. Hein. On a de belles pastèques qui arrivent à 5, 6 kilos. Hein. Oh, ça va, ça donne bien, ça te plaît? Oui, oui. Tu aimes bien la pastèque? Très. Et là, je propose pour ma mère. Voilà, parce qu'elle aime beaucoup la pastèque. Qu'est-ce qu'on fait avec la pastèque, à part le jus. Du jus. On mixe, et puis on fait dans une passoire. Et le jus sans ajout, ni eau, ni sucre. La promo devrait être reconduite la semaine prochaine. Depuis ce matin, ça fonctionne comme ça. Maintenant, Flore ne nous dira pas, mais je sais que la recette a été bonne. Oui. Depuis ce matin, Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking du lycée professionnel Léopold Bissol à Petit Manoir au Lamentin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. On se retrouve dans quelques instants avec Antje Pays. À tout de suite.